Nous ouvrons donc l'année de cet enseignement de spécialité HLP avec pour premier objet d'étude la recherche de soi. Avant d'en explorer les diverses déclinaisons, c'est-à-dire les trois thèmes, éducation, transmission, émancipation, les expressions de la sensibilité, les métamorphoses du moi, nous partons à la découverte de cet objet d'étude en tant que tel, à travers une référence emblématique qui aura valeur d'étude de cas, le projet des essais de Montaigne. Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592, a consacré les 20 dernières années de sa vie à l'écriture, la publication et la révision de son œuvre principale, les Essais. Ce titre est à prendre au pied de la lettre. Les Essais se présentent non comme une œuvre accomplie, non comme le compte-rendu a posteriori d'une expérience qui a réussi, mais, plus modestement, comme une série de tentatives. L'ambition n'est pas la même que celle d'un traité dont le sujet est considéré, comme son nom l'indique, comme traité. Mais de quelle tentative s'agit-il? Il essaie d'abord de se raconter, de dire quel genre d'homme il est, et ce qu'il peut comprendre de la nature humaine à travers son propre cas, compris comme un échantillon quelconque du genre humain. C'est d'ailleurs un point qui distingue très clairement Montaigne de Jean-Jacques Rousseau et des confessions écrites par ce dernier. Je cite le tout début du livre 1 des Confessions de Rousseau. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature. Et cet homme, ce sera moi seul. Je sens mon cœur, et je connais les hommes, je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge, je dirai hautement, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fis. J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon. Et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, bon, généreux, sublime quand je l'ai été. J'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même, être éternel. Rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables, qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères, que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, je fus meilleur que cet homme-là. Fin de citation. On remarque que le ton employé par Montaigne dans son adresse au lecteur confirme la prudence affichée avec le titre. On est loin de la mégalomanie de Rousseau dans son autobiographie. Je cite cette fois-ci Montaigne, l'adresse au lecteur. Ce livre lecteur est un livre de bonne foi. Il t'avertit dès le début que je ne l'ai écrit que pour moi et quelques intimes, sans me préoccuper qu'il pût être pour toi de quelque intérêt ou passer à la postérité. De si hautes visées sont au-dessus de ce dont je suis capable. Je le destine particulièrement à mes parents et à mes amis, afin que, lorsque je ne serai plus, ce qui ne peut tarder, ils y retrouvent quelques traces de mon caractère et de mes idées, et par là conservent encore plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont de moi. Si je m'étais proposé de rechercher la faveur du public, je me serais mieux attifé, je me présenterais sous une forme étudiée pour produire meilleur effet. Je tiens, au contraire, à ce qu'on m'y voie en toute simplicité, tel que je suis d'habitude, au naturel, sans que mon maintien soit composé ou que j'use d'artifice, car c'est moi que je dépeins. Mes défauts s'y montreront au vif, et l'on m'y verra dans toute mon ingénuité, tant au physique qu'au moral, autant du moins que les convenances le permettent. Si j'étais né parmi ces populations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des lois primitives de la nature, je me serais très volontiers, je t'assure, peint tout entier et dans la plus complète nudité. Ainsi, lecteur, c'est moi-même qui fais l'objet de mon livre,
peut-être n'est-ce pas là une raison suffisante pour que tu emploies tes loisirs à un sujet aussi peu sérieux et de si minime importance. Sur ce, à la grâce de Dieu, à Montaigne, ce 1er mars 1580. Fin de citation. Il est d'ailleurs difficile d'affilier le texte de Montaigne au genre autobiographique. Son auteur ne mentionne pas, de manière circonstanciée, les événements de sa vie, il n'y suit pas du tout d'ordre chronologique. Comme il l'écrit lui-même, livre 2, chapitre 6, « Je peins principalement mes cogitations » ou « ce sont mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence ». On serait alors tenté de faire le rapprochement avec un journal intime. Ce n'est pas non plus le genre qui convient. D'une part, Montaigne ne s'astreint pas à écrire régulièrement, par exemple tous les soirs, et son propos est généralement détaché de ce qu'il vit, à la différence notamment de ce qu'on trouve dans le journal d'Anne Frank, par exemple. Il faut plutôt considérer que Montaigne tente, d'où le titre d'essai, d'exercer son jugement en se saisissant de diverses occasions de réfléchir. Si de cette façon il se révèle peu à peu au lecteur, ce n'est pas son objectif, mais c'est une conséquence de sa pratique d'écriture. La question « Qui es-tu » reçoit une réponse en devenant « Que penses-tu à ce propos ?» Le besoin d'écrire naît chez Montaigne notamment d'une crise existentielle aiguë créée par la mort de son ami, la Boétie, 1530-1563, puis par celle de son père en 1568. Ainsi qu'il l'écrit au livre 3, chapitre 12, « C'est une humeur mélancolique, et une humeur par conséquent très ennemie de ma complexion naturelle, produite par le chagrin de la solitude en laquelle il y a quelques années que je m'étais jeté, qui m'a mis premièrement en tête cette rêverie de me mêler d'écrire. Et puis, me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute autre matière, je me suis présenté moi-même à moi pour argument et pour sujet. C'est le seul livre au monde de son espèce, et il est d'un dessin farouche et extravagant. Aussi n'y a-t-il rien dans cette besogne qui soit digne d'être remarqué, mis à part cette bizarrerie. Car sur un sujet si vain et si vil, le meilleur ouvrier du monde n'aurait pas su faire quoi que ce soit qui mérite qu'on s'y intéresse. Dans ce contexte, l'acte d'écrire vient d'une envie d'écrire, qui ne dispose pas encore d'un sujet, d'un contenu déterminé. On peut y voir un effet du scepticisme de Montaigne. Il n'a pas le sentiment de pouvoir affirmer une vérité sur quoi que ce soit. Pour certains commentateurs des essais, la conversation amicale ayant été interrompue par la mort de la Boétie, elle a repris par l'écriture, et c'est la raison pour laquelle, initialement, Montaigne ne dispose pas d'un sujet précis pour son livre, de la même façon qu'on retrouve un ami pour parler, pour le plaisir de discuter avec lui, et pas nécessairement pour évoquer un sujet précis. Comme Montaigne ne sait pas quoi dire sur le monde qui l'entoure au moment où il éprouve le besoin d'écrire, il choisit de parler du sujet qui est pour lui le plus disponible et le mieux connu, lui-même. Mais ce n'est pas du narcissisme, puisqu'il se choisit comme sujet de son livre par défaut, en l'absence de tout autre sujet valable. Il avertit d'ailleurs le lecteur, loin de se glorifier, ce livre n'a guère d'intérêt. Montaigne se méfie, on l'a vu dans l'adresse au lecteur, de la tendance à proposer aux autres une image idéalisée de soi, ou du moins une image faussée car ne correspondant pas à une description objective de ce qu'on est, mais plutôt à une reconfiguration de soi au fil de laquelle on accentue certains traits et on en gomme d'autres. Ainsi, quand il évoque les artifices dont il veut se passer, il précise plus loin qu'il songe à la pratique qui consiste à sélectionner un ou deux traits de caractère et à recomposer toute la psychologie de l'auteur à partir de là. Son portrait n'est pas fait pour être flatteur, mais pour être juste. Montaigne fait de la sincérité la valeur centrale de son projet. Deux remarques toutefois à ce propos. Premièrement, cette revendication de sincérité nous paraît banale, mais n'oublions pas qu'au XVIe siècle, c'était une innovation. Nous ne la trouvons banale que parce que, précisément, nous en avons hérité de Montaigne. Deuxièmement, malgré toute la bonne volonté de Montaigne, cet idéal est rapidement battu en brèche. Pour se raconter, il faut se connaître et se définir au sens presque littéral, définir, de se délimiter. On arrête la liste de ce qu'on est,
gentil, gourmand, paresseux, et de ce qu'on n'est pas, courageux, raisonnable, menteur. Mais la philosophie à laquelle Montaigne se rattache, le scepticisme, est contraire à cette idée. En quoi Montaigne est-il un penseur sceptique? Il est d'abord sceptique par rejet du stoïcisme, qui est revenu à la mode et auquel la Boétie l'a initié. Or, dans le stoïcisme, on remarque deux notions importantes, en tout cas pour ce qui nous intéresse ici. La constance. Le sage est celui qui reste serein en toutes circonstances, qui ne se perd pas dans le flot des sentiments et opinions contradictoires qui l'assaillent au gré des événements. La raison. Le monde est ordonné par des dieux rationnels qui ont fixé des règles sur Terre et dans le cosmos. Cette organisation est d'une parfaite stabilité. Montaigne confronte cette doctrine à son expérience, qui lui indique le contraire, l'inconstance des hommes. S'il est vrai que la constance serait souhaitable, elle n'est qu'un idéal inaccessible car trop éloigné de la réalité et des imperfections de la nature humaine. L'instabilité du monde, l'époque de Montaigne se caractérise par d'importants troubles qui entretiennent le sentiment d'un monde chaotique. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, Copernic écrit son ouvrage sur l'héliocentrisme en 1543, les guerres de religion agitent le royaume de France de 1562 à 1598. Il est difficile dans ces conditions de prôner une vérité inamovible et éternelle. La pensée de Montaigne est une pensée du mouvement, de l'éphémère, portée par un esprit qui s'attend toujours à devoir s'adapter, changer. Comme il l'écrit au chapitre 12 du troisième livre des Essais, « Ce que je soutiens aujourd'hui et ce que je crois, je le soutiens et le crois de toute ma croyance. Toutes mes facultés et toutes mes forces empoignent cette opinion et m'en répondent sur tout leur pouvoir. Je ne saurais embrasser aucune vérité, ni la conserver avec plus de force que je ne fais pour celle-ci. J'y suis totalement engagé, j'y suis vraiment engagé. Mais ne m'est-il pas arrivé, non pas une fois, mais 100, mais 1000, et tous les jours, d'avoir embrassé quelque autre opinion avec ces mêmes instruments, dans ces mêmes conditions, opinion que depuis j'ai jugée fausse. L'inconstance des êtres humains n'est qu'un cas d'un principe plus général, l'inconstance du monde lui-même. Même les éléments naturels qui semblent immuables changent en vérité. La constance n'est qu'une illusion, provoquée par un changement lent, peu observable, mais bien réel malgré tout. Montaigne écrit « Le monde n'est qu'une balançoire perpétuelle. Toutes choses y sont sans cesse en mouvement. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et sous l'effet du mouvement général et en vertu de leur propre agitation. La constance elle-même n'est pas autre chose qu'un mouvement plus languissant. » Pour les êtres humains dont le rythme est plus rapide que la longévité millénaire des éléments, c'est encore plus vrai. Nous varions sans cesse et très vite, passant d'une chose à une autre, parfois même d'une chose à son contraire. Comme il l'écrit au chapitre 2 du livre 3 des Essais, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'un âge à un autre, ou, comme dit le peuple, de 7 en 7 ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Il faut adapter mon histoire à l'heure. Je pourrais bientôt changer, non de fortune seulement, mais aussi d'intention. C'est une liste d'accidents divers et variables, et de sentiments irrésolus, et à l'occasion contraire. Soit que je sois autre moi-même, soit que je me saisisse des sujets en d'autres circonstances et selon d'autres considérations. Toujours est-il que je me contredis peut-être bien, mais la vérité, comme disait Desmades, je ne la contredis point. Si mon âme pouvait prendre pied, je ne tâtonnerais pas, je me déciderais. Elle est toujours en apprentissage et à l'épreuve. L'opposition entre l'être et le passage permet de distinguer un état durable, voire une essence, ce que je suis, et un mouvement qui passe sans s'y arrêter par différents points. Muni de cette distinction, Montaigne peut alors soutenir que nous n'avons pas de nature prédéfinie et intangible. Nous ne nous résumons pas à une liste close de qualités. Nous passons
d'une humeur à l'autre. Je cite livre 2, chapitre 1. Non seulement le vent des accidents me remue selon son inclination, mais en outre, je me remue et me trouble moi-même par l'instabilité de ma posture. Et qui y regarde attentivement ne se trouve guère deux fois dans le même état. Je donne à mon âme tantôt un visage, tantôt un autre, selon le côté où je la couche. Si je parle de moi de différentes manières, c'est que je me regarde de différentes manières. Toutes les contrariétés s'y trouvent, d'une façon ou d'une autre. Honteux, insolent, chaste, luxurieux, bavard, taciturne, laborieux, délicat, ingénieux, hébété, chagrin, débonnaire, menteur, sincère, savant, ignorant, et libéral, et avare, et prodigue. Tout cela, je le vois en moi dans une certaine mesure selon que je change. Et quiconque s'étudie bien attentivement, trouve en soi, voire en son jugement même, cette malléabilité et cette discordance. Je n'ai rien à dire de moi entièrement, simplement et solidement, sans confusion et sans mélange, ni en un mot. Distinguo est le plus universel membre de ma logique. Fin de citation. Le scepticisme de Montaigne perturbe radicalement son projet d'écriture et son engagement à être sincère. Je ne peux plus dire qui je suis si j'ai le sentiment de n'être rien de bien défini, si j'ai l'impression de toujours devenir autre. Il faut donc renoncer à une description objective et admettre qu'on ne saurait se raconter sans composer un personnage et lui conférer une identité, une stabilité, une personnalité factice. Ou alors il convient d'assumer les contradictions de son sujet et de montrer des instantanés, des aspects fugaces d'une personnalité toujours changeante au lieu d'un portrait unifié. La difficulté est accentuée par le fait d'écrire les essais. Écrire change Montaigne à mesure qu'il le fait. Il opère un travail sur lui-même dont il ressort différent. Aussi Montaigne devrait-il reconnaître, au terme de sa description, que la personne qu'il a dépeinte dans son livre n'est que celui qu'il était, mais ne correspond plus à ce qu'il est désormais. Non seulement, comme l'implique son scepticisme, tout change naturellement, mais en plus, l'écriture aggrave les choses, rendant la tâche impossible. Je cite, livre 2, chapitre 18, « Et quand personne ne me lira, ai-je perdu mon temps à m'être entretenu tant d'heures oisives à des pensées si utiles et agréables? Moulant sur moi cette figure, il a fallu si souvent que je me dresse et compose pour m'en extraire, que le patron s'en est affirmé et en quelque sorte formé lui-même. Me peignant pour autrui, j'ai peint en moi des couleurs désormais plus nettes qu'elles ne l'étaient d'abord. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation ni d'une fin tierce et étrangère, comme tous les autres livres. » Fin de citation. On mesure à quel point il est difficile de ne pas dire que Montaigne est, était, n'est plus comme ceci ou comme cela. On ne peut guère se retenir de parler de son caractère, de son identité. Il n'y a là rien de grave du moment que l'on a dissipé les illusions qui entouraient l'identité auparavant, et qu'on est lucide quant au fait que ce qu'on est n'est jamais aussi durable ni fixe qu'on le prétend. Notre identité est une construction, presque une fiction. On peut repérer chez Montaigne 3 stratégies différentes dans cette construction identitaire. Le recours à l'amitié, le dialogue avec les auteurs du passé et l'écriture de soi. L'amitié de Montaigne avec Étienne de la Boétie était un pilier de son existence jusqu'à sa fin prématurée. Au contact de celui qui était presque une âme sœur pour lui, Montaigne aurait eu l'opportunité de mieux cerner ce qu'il était, par contraste avec la personnalité de la Boétie. On a dit que les essais étaient en partie un substitut à cette amitié, une façon de continuer à dialoguer. L'un des arguments en faveur de cette thèse est la place centrale du chapitre consacré à l'amitié, et donc à la Boétie, au sein du livre 1. En se fondant sur ce qu'on y trouve, on peut reconstituer cette piste. L'amitié est constitutive de son identité. Dans l'amitié, 2 personnalités s'accordent et se conviennent, ce qui suppose qu'on est capable de dire qui est l'autre, l'ami. S'il était inconstant,
on ne pourrait pas s'attacher à lui de la même manière, car on ne saurait jamais qui on retrouve lors d'une nouvelle entrevue. La contrepartie est cruelle dans la mesure où la perte de l'ami entraîne également une perte d'une part de soi. Ainsi que l'écrit Montaigne, car à la vérité, si je compare tout le reste de ma vie, quoiqu'avec la grâce de Dieu je l'ai passée douce, aisée, et sauf la perte d'un tel ami, exempte d'afflictions pesantes, pleine de tranquillité d'esprit, satisfaisant mes dispositions naturelles et originelles sans en rechercher d'autres, si je la compare, dis-je, toute aux 4 années où il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est que fumée, ce n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse. Depuis le jour où je le perdis, jour à jamais cruel, à jamais honoré, Dieu, vous l'avez voulu, je ne fais que traîner languissant, et même les plaisirs qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, redoublent le regret que j'ai de sa perte. Nous faisions moitié-moitié pour tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. J'entendis me priver à jamais de plaisir, puisqu'il n'était plus là pour partager ma vie. J'étais déjà si accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'à demi. Ah, si le sort me ravit la moitié de mon âme, que fais-je donc ici, moi, son autre moitié, qui ne me suis plus chère et ne me survit point? Le même jour nous a précipités tous deux. Livre 1, chapitre 28. Ce rapport de convenance, cette coïncidence ou harmonie est exprimé par la très célèbre formule du même chapitre 28 du livre 1. Si l'on me demande avec insistance de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. En fin de compte, l'amitié fusionnelle va jusqu'à la dissolution de l'identité de chacun des deux amis, de deux personnalités qui se mélangent pour n'en former plus qu'une. Toujours le livre 1, chapitre 28. Ce n'est pas une considération particulière, ni 2, ni 3, ni 4, ni 1000. C'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange, qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena à se plonger et se perdre dans la sienne, qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena à se plonger et se perdre en la mienne, d'une fin, d'une concurrence pareille. Je dis perdre, à la vérité, car nous ne réservions rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien, ou mien. La recherche de soi peut aussi passer par la confrontation avec les autres, non pas comme pour l'amitié avec ce qui nous rapproche d'eux, mais aussi avec ce qui nous en distingue. Un point de désaccord contre lequel on forge sa pensée, ou même une belle formule qui exprime convenablement ce qu'on pense, mais dans des termes qu'on n'aurait pas trouvés par soi-même. C'est la raison pour laquelle les essais sont parsemés de citations latines empruntées à Virgile, Horace, Ovide, Cicéron. Je cite, livre 3, chapitre 12. Quelqu'un pourrait dire de moi que j'ai seulement fait ici un amas de fleurs étrangères, n'y ayant rien mis de moi que le fil servant à les lier. Certes, je n'ai donné à l'opinion publique que ces parures, que j'ai empruntées et qui m'accompagnent. Mais je n'entends pas qu'elles me couvrent ni qu'elles me cachent. C'est le contraire de mon dessein, car je ne veux montrer que ce que je suis et ce qui vient de moi par nature. Et si par hasard je m'étais écouté, j'eusse parlé tout seul. La métaphore du bouquet est riche et intéressante. On reprocherait à Montaigne de n'avoir fait que collecter des citations et de ne pas être véritablement un auteur. Le motif du fil qui tient ensemble les fleurs permet déjà de pondérer cette critique. Si les éléments collectés ne sont pas l'œuvre de celui qui les amasse, le choix est bien le sien et engage une partie de ce qu'il est. D'ailleurs, confrontés aux mêmes auteurs, d'autres que Montaigne auraient certainement fait des choix différents. Plus encore, les citations collectées infusent l'esprit de Montaigne. Elles ont des effets profonds sur sa manière de penser et d'être. Ce ne sont pas simplement des choses extérieures à lui, il se les approprie. Enfin, on a remarqué que la pratique de l'écriture changeait Montaigne de telle sorte que s'il voulait l'employer à décrire ce qu'il est, il se trouverait face à un paradoxe. En faisant cela, il évoluerait et manquerait son objectif tout en étant occupé à le réaliser. On peut récupérer cet effet à notre avantage. L'écriture devient alors un moyen conscient de formation et de transformation de soi. On n'écrit pas pour dire qui on est,
mais pour le devenir progressivement. On retrouvera cette idée avec le philosophe contemporain Paul Ricoeur sous le nom d'identité narrative. En guise de conclusion, on retiendra que le projet de Montaigne s'est ajusté au fur et à mesure, né d'une envie, voire d'un besoin d'écrire qui n'avait à l'origine aucun sujet à traiter. Il s'est cristallisé autour de la personne de Montaigne lui-même. Mais les convictions sceptiques de celui-ci sont venues heurter ce projet. L'écriture descriptive et objective aurait convenu pour rendre compte d'un sujet stable, bien défini, mais pour s'adapter à une conception mouvante, dynamique du sujet, il fallait inventer un genre littéraire nouveau, celui de l'essai.